les ailes de glace, quel beau clan! Vraiment, parmi tous les clans, je suis à peu près sûr que c'est celui avec l'histoire la plus heureuse. Plein d'amour, d'amitié et d'histoires en tout genre pour nous réchauffer le cœur. Bon, aujourd'hui, les ailes de glace, générique! Alors dans cette vidéo, je vais passer en revue leur biologie, leur société et leur histoire pour que vous puissiez comprendre leur rôle dans l'histoire de l'RDF tout en vous donnant une idée de qui ils sont. Bien évidemment, cette vidéo va spoiler sévère, donc si vous n'avez pas encore lu Le Royaume de Feu, je vous invite à aller à la librairie la plus proche, vous procurer ce livre exceptionnel, puis revenir pour pouvoir parler de ce clan une fois la série complétée. Et pour vous donner un avant-goût de cette série, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà fait qui se prénomme tout simplement Les Royaumes de Feu. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas encore fini cette saga, vous verrez en haut à droite un rectangle apparaître lorsque des spoils vont être présents. Ces rectangles contiendront la couverture d'un livre et son numéro, et vous en déduirez qu'il vous faudra au moins avoir lu ce livre et tous ses prédécesseurs pour ne pas vous faire spoiler. Sur ce, vous avez toutes les cartes pour commencer cette vidéo, alors sans perdre plus de temps, commençons. Description physique. Les ailes de glace ont souvent un gabarit de taille moyenne, ils sont juste généralement plus grands en longueur mais plus bas par rapport aux autres clans. Ils possèdent des griffes crantées pour s'agripper dans les terres gelées, et elles sont également des armes à ne pas sous-estimer. Ils ont de longues cornes se courbant légèrement vers le bas, une crinière de pic qui commence à l'arrière de leur tête et qui leur descend jusqu'au haut du dos, une rangée de pointes dorsales supplémentaires qui leur descendent jusqu'au début de la queue, et le bout de celle-ci se termine par un groupe de pics, ce qui leur permettent de s'en servir tel un fouet, ce qui en fait une arme redoutable. Ils ont une langue bleue fourchue et également le sang bleu, ce qui en fait le seul clan à ne pas posséder d'hémoglobine. Comme leur nom l'indique explicitement, ils peuvent supporter des températures polaires, pouvant se mouvoir aisément dans des milieux avoisinant des températures de moins 50 degrés voire moins. Mais leur meilleur moyen de se défendre reste leur souffle de glace. Il est extrêmement douloureux dans l'immédiat pour la victime, puis la zone s'engourdit très rapidement et s'étend au reste du corps. Si le problème n'est pas réglé dans l'immédiat, à savoir qu'il vous est en soi possible de survivre à ce souffle, mais l'amputation est une option très probable selon l'étendue des dégâts et la zone touchée. Mais si par malheur celui-ci vous atteint au niveau des poumons, vous ne pourrez survivre seulement à la condition de devoir par la suite devenir un professionnel dans le domaine de la nage magmatique, à moins que vous vous appelez Péril, mais ça m'étonnerait. Et du coup, si vous êtes quelqu'un de normal, vous crevez. Les seuls moyens trouvés par les autres clans de s'en protéger sont de 1. Leur brûler la bouche et le nez avec une chaîne chauffée à blanc. Ils ne peuvent plus cracher leur souffle, cette méthode est utilisée par Fournaise dans le prologue du tome 1 sur Fjord. Mais il existe aussi l'option de directement leur cracher du feu dans la gueule. Et la deuxième façon est de les amener dans un milieu extrêmement aride, là où leurs capacités vont être réduites et par conséquence beaucoup moins dangereuses. Les couleurs de leur écaille vont du blanc au gris, en passant le plus souvent par le bleu, et même parfois avec des nuances de violet. Ne me demandez pas comment la sélection naturelle s'est faite pour le trait de la couleur violette, je n'en ai pas la moindre idée, à part que peut-être les ailes de glace sont au final un peu coquets et extravagants. Sauf que cette dernière option est très improbable, à partir du moment où on se rend compte à quel point la société des ailes de glace est sophistiquée, ou plutôt à quel point elle l'a été. Il y avait un système de classement pour juger la valeur de ceux du clan. Tous les dragons ailes de glace étaient classés dans un système organisé autour de 7 cercles, qui influencent directement leur statut dans la société. L'une des nombreuses responsabilités de la reine était justement de mettre quotidiennement à jour ce classement. Ce rituel se déroulait et devait se dérouler chaque nuit. Les dragons en bas du classement pouvaient défier ceux en haut du classement à travers une épreuve nommée le défi de diamant, où les combattants sont amenés dans une grotte de glace avec des lances animusées. Et pour le dire gentiment, un seul des deux va en ressortir. Ce cadeau est un don animus de la reine diamant à son peuple. Il est aussi à savoir que son autre nom est le don de vengeance. J'en reparlerai dans 5 minutes, vous verrez. Il est aussi à expliquer que les dragons animus, étant par ailleurs uniquement de la famille royale, devaient servir normalement une seule fois de leur pouvoir au cours de leur vie, pour créer un cadeau qui a pour essence de bénéficier à l'ensemble de la tribu. Par ailleurs, nous savons qu'ils ont au moins eu 14 dons au cours de leur histoire. Il est aussi intéressant à savoir que les animus, ou plutôt toute la famille royale, devaient passer un test comparable à celui des ailes de mer pour pouvoir déceler les dragons ayant la magie en eux. Et en parlant de choses qui sortent de l'ordinaire, il y a des preuves qui nous poussent à croire que les ailes de glace croient en un être divin connu sous le nom de Grand Aile de Glace. Mais pour le moment, il n'y a pas plus de précision que cela, juste quelques simples mentions. Mais en réalité, il s'agit plus probablement d'une espèce de légende, s'étant créée à cause de la méconnaissance de phénomènes. Par exemple, il est dit que c'est lui qui créerait les aurores boréales avec son souffle. Le nom des ailes de glace est choisi par le membre de la famille ayant le plus haut rang, puis celui-ci doit être approuvé par la reine. Leur nom renvoie le plus souvent au froid ou à l'hiver, par exemple Winter glacial, des animaux de l'Arctique, narval, lynx, des cristaux de couleur pâle, diamant, cristal, et ou des milieux polaires, toundra et arctique.
Bien évidemment, ils habitent quelque part, et ce quelque part se révèle être au nord-ouest du continent de Pyria. Le royaume de glace est le royaume le plus septentrional et le plus froid de tous les royaumes de feu, ce qui en fait l'endroit le mieux protégé pour ses habitants, de par son climat extrême et le grand mur de glace, et même sans ce dernier, sincèrement qui veut conquérir un endroit inhospitalier au possible. Dans leur territoire, nous pouvons retrouver une multitude de paysages polaires, mais également plusieurs villes aux quatre coins du royaume, comme Saute-Baleine-la-Plaine, Vol-les-Sternes, Milieu des Pins, Dragon repu sur mer, Moultephoc les hameaux, ainsi que vénérable caribou à jamais dans nos cœurs le bourg, et même le palais royal, car en soi, il est aussi là pour loger des gens. Et pour continuer, il est sous-entendu que les habitants en dehors du palais royal ne feraient pas partie du classement en cercle, et que même s'ils en feraient partie, ils s'en soucieraient bien loin. À l'heure à laquelle je vous parle, nous ne savons pas combien d'ailes de glace sont présents dans le royaume, mais vraiment aucune estimation fiable. Bon, je pense qu'il est temps de passer à la partie que vous attendez le plus, leur histoire. Bon, bien évidemment, cette partie est celle qui va spoiler le plus, donc si vous n'avez pas encore fini cette série, vous avez encore le temps de partir, ou vous pouvez décider de continuer et de vous arrêter au moment où vous voyez votre dernier livre LRDF apparaître. Je vous aurais prévenu. Sur ce, il y a un peu plus de 5000 ans, Pyria était partagée en 3 empires gouvernés par des humains. Ceux-ci étaient en guerre, mais la guerre stagnait. Un dénommé Python eut donc la superbe idée, comme d'autres idiots par la même occasion, d'utiliser les dragons pour faire accélérer un peu les choses. Donc suite à une longue campagne ayant pour but de voler des œufs de dragons, car les dragons adultes ne sont pas trop domesticables, ceux-ci se sont révoltés et se sont mis à carboniser le plus d'humains possible. Cet événement est connu de nos jours sous le nom de Grand Incendie, et ce fut à partir de ce moment-là que l'ascension des dragons débuta. Suite à cette extermination, les ailes de glace sont apparues en évoquant de je ne sais quels dragons qui existaient à l'époque, en partant du postulat qui n'existait pas déjà et qui n'ont juste pas été mentionnés. Et se sont donc établis dans la tête de Pyria. Plusieurs siècles avant la naissance de Spectral, la magie Animus est apparue chez les ailes de glace, et ils avaient déjà mis en place le système mentionné plus tôt qui les forçait à restreindre leur pouvoir. Les dons se sont accumulés au fil des siècles, mais je ne ferai mention que de ceux qui ont une vraie importance dans l'histoire. Les plus importants à cette époque sont le don de l'ordre, alias le système de classement, et le don de défense, autrement dit la grande falaise de glace. Ce gigantesque mur longeait toute la frontière sud du royaume de glace et était enchanté de façon à envoyer des stalactites de glace à toute personne tentant de le franchir, ne possédant pas de 100 mètres de glace. Ceux voulant absolument rentrer dans le royaume étaient obligés de porter un bracelet enchanté, connu sous le nom de don de diplomatie, pour ne pas se faire abattre au moment où ils passaient par-dessus, et également pour contrer le froid extrême qui règne dans cette région. Et tout ceci nous amène à un dragon vraiment pas connu, je parle de Spectral. À cette époque, la reine des ailes de glace était la reine Diamant. Elle et son fils Arctique étaient tous deux des Animus. Arctique était censé se marier avec une aile de glace nommée Flocon, mais quand une aile de nuit nommée Fatal est venue au royaume accompagnée de sa mère diplomate, Arctique est tombé éperdument amoureux d'elle, et a décidé de s'enfuir avec elle, direction le royaume de nuit. La reine Diamant était enragée, cette colère menait à une guerre totale entre les deux clans. La première étincelle d'animosité. Plus tard, elle réutilisa son don Animus pour enchanter la couronne des ailes de glace. Arctique et Fatal eurent 2 enfants, Eclipse et le tristement célèbre Spectral, qui a par ailleurs hérité des pouvoirs Animus de Arctique. Mais reconcentrons-nous sur Arctique. Reine Diamant lui envoyait énormément de lettres, chacune contenant diverses offres pour tenter de le faire revenir, mais aucune n'a fonctionné, lui proposant même l'amnistie. Un jour, après plusieurs années, Fatal avait disparu. Elle se trouvait au royaume de glace, présumée morte. On ne savait pas comment elle avait fait pour être capturée, tout ce qu'on retrouva d'elle fut une boucle d'oreille que son mari lui avait offerte. Spectral était furieux, sa mère était disparue, et sûrement à cause de sa propre grand-mère. Spectral voulait la tuer, mais Clairvue lui conseilla de ne pas le faire. Clairvue, après avoir vérifié tous les avenirs possibles où Spectral tuait la reine Diamant, avait trouvé que Isatis, la nièce de Diamant, prendrait le pouvoir et que les ailes de nuit seraient probablement confrontées au génocide de leur tribu entière. Mais en réalité, Fatal n'était pas morte. Diamant lui avait lancé un sort pendant qu'elle ne portait pas sa boucle d'oreille. Celle-ci était animusée par Arctique de façon à protéger quiconque la porte de tout danger, et également à rester à la température la plus agréable possible. Puis, Diamant l'avait congelée et enchaînée au fond d'une grotte. Celle-ci deviendra par la suite l'épreuve de Diamant. Les combattants qui entraient dans cette grotte étaient chargés de décongeler puis de tuer Fatal. Une fois celle-ci éliminée, elle se recongèle et revient comme neuf, l'empêchant de mourir, et donc de souffrir pour l'éternité. Maintenant qu'elle pouvait utiliser Fatal comme monnaie d'échange, Diamant a proposé un nouveau et dernier deal à Arctique. Il devait lui confier l'un de ses enfants, en échange de la liberté de sa femme et de sa place dans le classement à son retour dans le royaume de glace. Arctique a finalement accepté et a décidé d'emporter Eclipse avec lui au royaume de glace. Mais Spectral l'a découvert et l'en a empêché dans une des manières les plus brutales présentées dans les royaumes de feu. Il a enchanté son père pour qu'il exécute chacun de ses ordres. Il lui a dit de se mettre sur scène, puis de s'éventrer.
Après la mort d'Arctique, les aides de nuit ont fui leur royaume, de sorte que cette déclaration de guerre n'est pas de suite. Mais la rancœur entre ces deux clans persistera pour encore de très longues années. Les ailes de glace n'ont plus d'animus après Arctique dû à une longue série de machins génétiques. Et bon, je ne vois pas trop les ailes de glace faire une coraille. Bon, petite ellipse de 2000 ans et la reine des ailes de glace est glaciale. Quand la guerre de succession des ailes de sable a éclaté, les ailes de glace se sont alliés avec la princesse Flamme, car celle-ci leur a promis de nombreuses terres s'ils l'aidaient et gagnaient la guerre, et peut-être aussi car elle est extrêmement conne et facilement manipulable. 2 ans avant l'histoire du tome 7, l'un des neveux de Glacial, Grésil, fut capturé par un groupe d'ailes du ciel lors d'une balade de celui-ci avec Winter. Une fois capturé, il reçut un collier enchanté pour le transformer en une aile de ciel dévouée à la reine Scarlet du nom de Pyrrhise. Ce collier contenait un bout de parchemin enchanté. C'est d'ailleurs de là que viennent ses propriétés magiques. Le porteur de ce collier est par ailleurs convaincu qu'il doit garder son pendentif pour une question de vie ou de mort. 6 mois après la fin de la guerre, les Dragonniers du Destin fondèrent l'école de la Montagne de Jade, une école faite pour unir tous les clans. Il y avait dans cette école 5 étudiants ailes de glace, dont le neveu et la nièce de Glacial, Winter et Frimer. Frimer tomba sous la manipulation de la reine Scarlet, à force des visites de celle-ci dans ses rêves. Scarlet l'a convaincu même de tuer les Dragonniers du Destin en échange de libérer Grésil. Après avoir échoué à tuer Comet, Frimer s'est envolé vers le royaume des ailes de pluie pour tenter de tuer Gloria. Scarlet a un petit différend en plus avec elle. Winter et le reste de l'équipe Aile de Jade l'ont suivi à la fois pour l'en empêcher et pour tenter de retrouver Grésil. Frimer a été maîtrisé et renvoyé au royaume de glace pour être jugé tandis que les autres ont continué de rechercher Grésil. Le groupe a fini par rencontrer une certaine Pyrrhite. Winter a réussi à lui enlever son collier et celle-ci est redevenue Grésil. Winter ramena son frère au palais royal, il fut accueilli tel un héros et fut directement promu au sommet du classement. Tandis que Grésil, ayant disparu pendant 2 ans et étant toujours en train de se rétablir mentalement, fut envoyé dans les tout derniers cercles, alors qu'il allait bientôt devenir un adulte. Mais les deux n'auraient jamais pu se douter de ce que prévoyaient leurs parents. Leur stratagème était justement de mettre leurs 2 enfants aux extrêmes pour éviter d'être accusés de favoritisme, et aussi de pouvoir par la même occasion se débarrasser de Winter. Vous rappelez-vous du don de vengeance? Eh bien, ils ont directement proposé à Grésil l'idée de le faire pour récupérer la première place, en défiant par la même occasion Winter, son frère. Ses parents lui ont donné des instructions sur ce qu'il faut faire pour gagner. Une fois à l'intérieur de la grotte, les deux ont réveillé puis tué Fatal. Grésil et Winter ont trouvé un accord au lieu de se tuer. Grésil sortira de la grotte en premier en clamant que Winter est mort, jusqu'à que celui-ci sorte une fois tout le monde parti et s'en aille du royaume de glace pour toujours. Mais Winter réveilla Fatal et trouva le moyen de la libérer de ses chaînes. Celle-ci peut aider l'équipe Aile de Jade à trouver l'ancien royaume des ailes de nuit. Malheureusement, cela n'a pas marché comme prévu car Fatal s'en est légèrement foutu et a juste disparu de la nature. Lorsque Spectral émergea de la montagne, plutôt fait qu'il avait de nouveau la pleine possession de ses pouvoirs, Winter est tombé sous son influence comme plus ou moins tout le monde. On se demande comment. Il accompagna Kibli au royaume de sable, et plus tard au royaume de nuit une fois le sort lancé par Spectral fut brisé grâce à ses boucles d'oreilles. Pendant ce temps, les ailes de glace étaient victimes d'un fléau envoyé par Spectral, et l'une de ses victimes était la reine Glaciale. Sur son lit de mort, Glacial rassembla ses 3 filles, Crystal, Avalanche et Hermine, pour pouvoir choisir qui sera la prochaine reine afin d'éviter une potentielle autre crise de succession. Bien que Crystal était de la plus âgée des 3, Glacial choisit Avalanche comme successeur. Crystal partit peu après. Au moment où Avalanche eut vent que c'était Spectral qui avait causé cette peste et qu'il était même actuellement en train de faire une armée de super soldats, elle rassembla toutes les garnisons et ils s'envolèrent tous directement, direction la montagne de Jade. Une confrontation eut lieu et plusieurs ailes de glace perdirent la vie, incluant Narval, le père de Winter et Frimer. Au cours de la bataille, les ailes de glace et de nuit ont tous été affectés par un sort d'empathie. Celui-ci a permis aux deux clans de relier leurs esprits pour réaliser les pensées de l'autre et de faire en sorte que les deux côtés se montrent de la compassion. Juste après, ils furent tous téléportés directement dans leur royaume. Winter s'est de nouveau barré du royaume de glace et a fini par trouver la ville de Refuge City et s'y est installé. Avance rapide, et désormais c'est une horde de dragons de Pantala qui viennent d'atterrir dans le royaume de glace et qui sont en quête d'asile. Avalanche, nouvellement reine, fait face à énormément de problèmes. De 1, sa santé mentale est en déclin, sa sœur s'est en allée et complote sûrement pour la renverser, et les autres clans font sûrement de même, plein de responsabilités et de problèmes à gérer. Et de 2, elle découvre encore énormément de choses, dont, dans une salle secrète que peu connaissent, cachée dans la chambre de sa défunte mère, le don de vision, un anneau qui donne de temps à autre des visions de souvenirs d'autres dragons à son porteur. Cet anneau était gardé dans le trésor interdit, une salle abritant les dons des animus qui ne sont pas volumineux. Tous ces migrants atterrirent dans son royaume, mais Avalanche ne veut pas de ces dragons dans son royaume, mais elle ne les envoie tout de même pas se faire empailler par un stalactite sur la grande falaise de glace. Elle escorta donc tous ces nouveaux arrivants jusqu'à Gerboa 3, mais Kibli proposa par la suite qu'ils peuvent juste tous aller à Refuge City. Avalanche s'endort et se retrouve dans les écailles d'un réfugié aile de soie nommé Atala. Elle se réveille, tente d'enlever l'anneau, mais échoue. Une fois à Refuge City, Avalanche voit un aile de glace la fuir. Elle la piste et retrouve sa sœur Crystal. Les deux parlent et là, un aile de bois attaque Avalanche, pensant que celle-ci va blesser Crystal. Elle riposte et le blesse gravement. C'était en réalité Gavial, l'amant secret de sa sœur qui voulait juste bien agir.
Avalanche se rend compte que Crystal ne complote pas dans son dos. Une réunion invitant toutes les reines est organisée à Refuse City pour décider quoi faire à propos de cette situation délicate. Cette réunion eut lieu et les reines se rendirent compte que Frelon pourrait potentiellement réussir à traverser l'océan. Avalanche décida de quitter la réunion, rejoignit Winter et son animal de compagnie. Celui-ci s'absenta et là, un aile du ciel de couleur étrange qui parle à des buissons. Avalanche va voir ce qui se passe et paf, le plan de l'aile du ciel a fonctionné. C'était justement d'attirer l'attention d'Avalanche. Elle retourne à surveiller le charognard de compagnie de Winter, mais plus là. Elle se dit bien que ça a un rapport avec l'aile de ciel d'il y a 2 minutes. Elle retourne donc en arrière, décide de poursuivre ce dragon tout en utilisant le don d'invisibilité, le rattrape et rencontre Mésange, la charognarde de compagnie de Céleste, l'aile du ciel bizarre. Mais celle-ci se met à lui parler dans le langage des dragons. Mais quoi, la dinguerie, les charognards sont comme les perroquets, ils peuvent répéter des trucs, elle se demande comment a fait Céleste et se demande si Winter le savait. Sauf que là, Mésange lui parle. Elle ne lui balance pas des phrases préentendues puis recrachées, non, elle communique avec elle. Les charognards seraient donc que des êtres conscients. Et là, elle retombe de nouveau dans une vision, mais cette fois-ci dans la peau d'un humain, devant un abîme. L'abîme. Elle ressort de sa transe, retourne au conseil des reines, fait part de sa découverte et dans la foulée est proposé de rendre illégale la consommation d'humains. Les reines sont d'accord et elles se préparent à envoyer des ambassadeurs sur Pantala, le continent des papillons géants, des guêpes géantes et des fougères. Pour Avalanche, c'est déjà décidé. C'est Lynx qui partira sur Pantala en tant que représentante des ailes de glace pour la mission. En retournant au royaume, Avalanche pense à toutes les connexions perdues à cause de la falaise, se rendant compte que peut-être, au final, les étrangers ne veulent pas tous sa mort et qu'il serait sûrement bénéfique de s'ouvrir un peu au monde. Tous ces échanges perdus avec les autres clans, et elle décide de détruire la grande falaise en utilisant un tir de force. Un peu plus tard, Avalanche, cette fois-ci, réclame une vision de l'anneau, de lui montrer ce qui arrivait à la magie Animus. Elle vit la vie de 2000 ans de Gerbois, apprend que sa mère était amie avec elle, et surtout, pourquoi la magie Animus a disparu. En son absence, son oncle et sa tante ont mis la couronne sur la tête d'Hermine et l'ont surnommée reine, au lieu de laisser Ivoire, la générale la plus digne de confiance selon Avalanche, diriger. Hermine commence à balancer des phrases qui ne lui sont pas coutumières à propos des autres clans. Avalanche se dit bien qu'il y a un truc qui cloche, et elle découvre que la couronne est enchantée. Elle ordonne de la détruire. Par la suite, Avalanche emmène Hermine au classement, lui demande à quoi il sert. Elle répond que les dragons au-dessus d'elle sont meilleurs qu'elle, et qu'elle est meilleure que les dragons en dessous. Avalanche répond que Hermine avait raison, mais que cela n'avait pas de sens, car Hermine peut être supérieure dans un domaine, mais inférieure dans un autre. Hermine est choquée par cela du haut de ses 2 ans. Avalanche demande si elle aurait dû expliquer cela plus tard à sa petite sœur, et écrase son poids dans le cadeau de commandement. Tundra tente d'empêcher Avalanche, mais la reine la repousse et continue à détruire le mur. Lynx est revenu sans avoir fait grand chose de la mission, mais est revenu saine et sauve. Avalanche se coucha et rêva d'elle-même dans les trésors interdits. Avec une aile de glace Animus nommée Opale, c'est elle qui avait créé le don de vision. Après une conversation avec celle-ci, Avalanche glissa dans l'esprit de sa mère, plus précisément dans l'un de ses souvenirs. Le soleil réchauffait mes ailes tandis que je les observais. Mes 3 dragonnettes parfaites, la sérénité de Crystal, la tendresse d'Hermine et l'indomptable férocité d'Avalanche. Je les aimais tant. J'avais déjà décidé qu'elles n'auront pas à m'affronter pour monter sur le trône. Je m'inclinerai devant celle qui voudra me défier en première. J'espère que ce sera Avalanche. Je les aime toutes les 3, mais je sais que cette dernière se battra comme nulle autre pour le bien du royaume. Bien sûr, il faudra encore qu'elle grandisse un peu. J'espère pouvoir m'occuper davantage d'elle une fois que la guerre sera finie. Mais même maintenant, en la regardant jouer, je vois qu'elle a toutes les qualités d'une excellente reine. Être reine n'est pas facile. Je suis souvent épuisée, frustrée, agacée, perdue, hésitante. Je m'inquiète en permanence pour mon clan, et fais d'inexplicables cauchemars peuplés d'ailes de nuit. Je dois fournir de terribles efforts pour paraître confiante devant mes sujets. La couronne serait trop pesante pour Crystal ou pour Hermine. Ce fardeau les écraserait. Je sais parfaitement qu'il en serait de même pour Flamme et le trône des ailes de sable. Mais je serai une alliée puissante, et l'aiderai à le conserver, si Flamme arrive à gagner la guerre. En revanche, Avalanche est assez solide pour diriger un royaume, j'en étais convaincu. Elle méritait sa place au sommet du classement des dragonnets. Jour après jour, elle se donne du mal, elle est attentionnée, audacieuse, c'est une battante. Voilà le genre de dragonne dont les ailes de glace ont besoin. Tout va bien se passer. Pensais-je, en sentant mes épaules se détendre pour la première fois depuis une décennie. Regarder Avalanche me remplissait d'espoir. Quoi qu'il arrive, je laisserai le clan entre de bonnes griffes. Et c'est ici que se termine l'histoire des ailes de glace, du moins pour le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, mais je pense que si vous en êtes arrivé ici, c'est que vous l'avez trouvée pas trop mauvaise. Un grand merci à Raptorite qui a doublé et illustré le texte de Glacial, ses réseaux sont en description. Également un gros big up à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de cette vidéo. Encore une fois, désolé si des erreurs se sont immiscées dans celle-ci. N'oubliez pas de commenter quel sera le prochain clan à voir son épisode de En Bref. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. Sur ce, mon nom est Dragon, et comme toujours, j'aime beaucoup
les dragons.